Agnès Giard est anthropologue et chercheuse associée au laboratoire Sophiapol de l'Université Paris-Nanterre. Aujourd'hui, nous la recevons dans l'émission d'entrée de jeu où elle est venue évoquer ses recherches sur un phénomène social japonais où le jeu a une place centrale. Bonjour Agnès Giard, Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur d'entrée de jeu. merci beaucoup pour cette invitation. Alors une première question, somme toute usuelle, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre parcours et de vos domaines de recherche? Oui, alors donc je suis chercheuse associée au laboratoire Sophiapol à l'Université de Paris-Nanterre et anthropologue spécialisée dans la pop culture japonaise. Ma recherche porte sur l'industrie des partenaires émotionnels au Japon, par exemple les épouses holographiques, les fiancés sur écran tactile, les chatbots sentimentaux, les petits copains à télécharger. Plus précisément, je travaille sur la façon dont ces partenaires sont développés, commercialisés, utilisés, voire détournés, et dans quel contexte, qui crée ces partenaires, pourquoi sont-ils présentés comme des solutions pour régler le soi-disant problème de la solitude, pourquoi assiste-t-on au Japon à une chute du nombre de mariages. En parallèle, comment se fait-il qu'un nombre croissant d'hommes et de femmes s'amusent à épouser un personnage de jeu vidéo? Quels sont les enjeux d'une telle forme d'attachement à l'échelle sociale, économique, politique? Voilà quelques-unes des questions que j'essaye de résoudre sur le terrain. Alors, ce terrain s'inscrit dans la continuité d'enquêtes menées depuis 25 ans au Japon. Mon premier séjour d'études date de 1997. Je rencontre des adolescentes appelées Kogaru qui se maquillent de façon provocante pour ressembler à des poupées Barbie bizarres. Et je retourne ensuite régulièrement au Japon pour enquêter sur ces mouvements de contre-culture qui s'articulent autour des jeux de rôle, des déguisements, des corps d'emprunt et du dédoublement. Et tout au long de ces années, je publie des livres, 5 en tout, dont plusieurs sont traduits en japonais, ce qui me vaut d'être sélectionnée pour une résidence de chercheuse à la Villa Kujoyama à Kyoto en 2010. Après quoi, j'entame un travail doctoral consacré au Love Doll. Ma thèse d'anthropologie, soutenue en 2015, porte sur des poupées grandeur nature destinées aux personnes seules. Mon enquête concerne les procédés mis en œuvre pour créer un effet de présence. Comment la poupée est-elle animée? Pourquoi certains adultes jouent-ils avec une poupée à taille humaine? Et pour lui faire dire quoi? En 2016, ma thèse, publiée aux Belles Lettres, reçoit plusieurs prix et une distinction du GIS Asie. La même année, je gagne le prix Louis Dumont, ce qui me permet de filmer le travail d'un kaoshi, un maître du visage, connu pour être le seul et unique maquilleur capable de transformer les enfants en dieux. Il remplit cette mission lors de la Gion Matsuri, une fête de pacification qui se déroule en juillet à Kyoto. Cette recherche, poursuivie sur le terrain des automates appelés karakuri, les ancêtres des robots, m'amène à étudier le lien qui unit le maquillage, les rituels et les poupées articulées. En 2018, une bourse JSPS me permet d'être chercheuse invitée à l'université de Kyoto. Mon travail porte sur les jeux vidéo qui proposent des petits copains numériques. J'ai la chance de documenter le lancement des premiers mariages pour femmes en réalité virtuelle. En 2019, je deviens chercheuse postdoctorale à Freie Universität Berlin et membre du projet européen MTech en charge d'une recherche sur les machines pour célibataires au Japon, ce qui nous amène à maintenant et à ce travail toujours en cours sur les partenaires de synthèse. Merci pour cette présentation très complète, très riche. Alors, comme vous l'évoquiez, vos recherches sur la contre-culture vous sont amenées à étudier le phénomène du jeu au Japon. Plus particulièrement, quelle forme de jeu avez-vous découverte et quels sont les impacts sociétaux de ces phénomènes? Les jeux sur lesquels je me concentre le plus sont des jeux de simulation amoureux appelés Otome Games, qui permettent aux femmes d'entretenir une relation avec un personnage numérique, généralement élaborés comme des jeux de rôle, c'est-à-dire avec des dialogues préécrits et des gammes de personnages, de partenaires calibrés pour répondre un peu à tous les goûts. Ces jeux proposent de faire l'expérience d'une liaison avec un beau garçon numérique, un beau garçon ikemen. La caractéristique de ces jeux,
et qu'elle permet aux utilisatrices de garder leur personnage favori sous la main, puisqu'il se trouve sur le smartphone ou sur une console portable. Le personnage est d'ailleurs surnommé Chéri de poche, Poké Carré, par allusion aux monstres de poche, les Pokémon. Donc, sous-entendu, tant qu'il y a du réseau Wi-Fi, il est possible d'interagir avec son chéri. On peut partir avec lui en vacances, partager un repas, s'endormir en sa compagnie. Certains jeux sont même conçus pour que le chéri de poche vous souhaite un joyeux anniversaire, vous rappelle la liste des courses quand vous allez au supermarché et vous envoie des textos ou même des messages vocaux avec des déclarations d'amour. Alors, ces jeux représentent un marché énorme au Japon, mais pas seulement. Une des principales firmes spécialisées dans les amoureux numériques, Voltage, enregistre début 2022 plus de 80 millions d'utilisatrices dans le monde, chiffre qui ne cesse d'augmenter. Alors, plusieurs centaines de firmes se partagent ce marché. Et pour comprendre le phénomène, il faut bien sûr le replacer dans le contexte d'un pays marqué par une forte hausse du célibat. Le nombre de personnes qui vivent seules est devenu supérieur à celui des couples dans les grandes villes du Japon. Cette tendance s'observe dans beaucoup d'autres pays, bien sûr, mais au Japon, pour toutes sortes de raisons structurelles, elle s'accompagne d'une forte dénatalité, ce qui exacerbe les tensions. Tensions dont les jeux se font à la fois les miroirs et les moteurs. Alors, on accuse les femmes qui jouent aux Otome Games d'être des hédonistes irresponsables. On leur reproche de ne pas participer à l'effort de reproduction nationale. Certains sociologues ou hommes politiques vont jusqu'à alimenter des paniques morales en parlant d'extinction. Les jeux sont jugés coupables puisqu'ils détournent la jeunesse du droit chemin. Alors bien sûr, ces affirmations alarmistes ne résistent pas à l'épreuve des faits. Il s'avère que les jeux de romance ne sont pas la cause, mais bien plutôt la conséquence du boom du célibat au Japon. Pour la plupart des utilisatrices de ces jeux, en tout cas, les petits copains numériques sont le seul moyen de faire front tout ensemble contre des injonctions impossibles à satisfaire. Alors, à vous entendre, ce qui peut paraître de prime abord comme un jeu de simulation anodin ou un phénomène de mode, serait devenu le signe d'un changement profond dans la société japonaise. Quel pourrait être, selon vous, quel pourrait en être le sens, le vouloir dire au travail au sein de cette génération? Alors, en clin d'œil à Bourdieu, on pourrait dire que ces jeux d'illusion se développent en réaction à une forme de désillusion, mais ce serait réducteur de limiter le phénomène à n'être qu'une échappatoire ou un mécanisme de fuite ou d'évitement. Il serait également réducteur d'assimiler les jeux à des symptômes de dysfonctionnement social. Même si ce type d'explication reflète une part de réalité, il fait l'impasse sur une dimension essentielle de la pratique des jeux, la performance rituelle. Alors, il s'avère que les adeptes d'Otome Games ne se contentent pas du jeu lui-même pour entretenir une relation amoureuse avec leur personnage bien-aimé. Elles veulent le faire sortir de l'écran, hors de l'interface, hors du programme codé. Elles veulent faire venir leur bien-aimé dans notre monde, ou plutôt, suivant leurs propres termes, elles veulent lui faire traverser les dimensions, Jigen o Koeru. Et dans ce but, les joueuses créent des dispositifs de captation très proches de ceux qui sont utilisés lors des cérémonies shinto, chrétiennes ou bouddhiques, par exemple. Elles collectent toutes sortes d'objets à l'image de leur bien-aimé, afin qu'ils soient partout, sous la forme de posters, de parfums, de figurines, de poupées de peluche, de boissons, de porte-clés, d'impressions en trompe-l'œil, grandeur nature sur leur édredon. Elles veulent toucher le personnage, le sentir, le boire, le manger. Et ces produits, à l'image du bien-aimé, sont appelés des Kiara Goods. Pour les joueuses, la collecte de Kiara Goods, qu'on pourrait comparer à des icônes, est vraiment essentielle. Cette collecte s'accompagne de dépenses parfois somptueuses qui portent le nom explicite de offrande, ofusé. Acheter des Kiara Goods, c'est faire une offrande à la firme productrice du jeu vidéo afin de montrer sa dévotion envers le personnage. Et comme par un fait exprès, les Kiara Goods sont placés sur des autels saïdans dans les chambres des joueuses. Mobilisant l'imaginaire des pratiques dites religieuses, les adeptes au Japon tentent de faire littéralement apparaître leur bien-aimé
afin qu'il s'incarne dans le monde humain. Et détail significatif, elle désigne le monde humain à l'aide de mots Sanjigan, la troisième dimension. Pour elle, le monde humain est celui des corps solides. Il coexiste avec le monde de la fiction, Nijigen, la deuxième dimension, qui est celui des corps sur écran. Donc pour les joueuses, le monde humain n'est pas un monde vrai qui s'opposerait au monde faux de la fiction. Le monde de la fiction est une dimension de l'existence. Il permet de vivre sur un autre plan de réalité. C'est aussi un laboratoire, un endroit permettant d'élaborer des mondes possibles et ce faisant, d'agir sur les systèmes de représentation dominants en vue de les modifier, en vue de changer la société. Voilà une des raisons pour lesquelles il est vraiment passionnant d'étudier les jeux de romance au Japon. Ce sont vraiment des jeux en prise directe avec les questions essentielles. Par exemple, comment faire pour vivre seule et être heureuse? Comment apprivoiser l'idée de mourir seule, mais surtout sans descendance, c'est-à-dire sans espoir d'atteindre la paix dans l'autre monde? Que faire de l'argent qu'on gagne? Quel sens donner au travail? Quelle trace laisser de soi dans un monde que la culture matérielle est en train de détruire, par exemple? Alors vous avez parlé de rituels, de religieux même, ce qui peut paraître un peu contradictoire avec l'idée qu'on peut se faire d'une activité individualiste, on va dire. Comment vous l'expliquez? Et est-ce que ce phénomène finalement génère des communautés, fait communauté? Donc oui, pour répondre à votre question, bien évidemment, généralement les jeux sont associés à l'idée de machines qui créent de la solitude, hein. C'est vraiment une idée naïve et très implantée dans les discours. Et au Japon, comme dans d'autres cultures, les jeux permettent de faire corps, de créer une communauté très soudée pour faire face à la stigmatisation qui frappe les joueuses, et puis pour construire d'autres modèles de société. Enfin, dernière question destinée cette fois-ci à la chercheuse. Euh, Pourquoi avez-vous spécifiquement travaillé sur le Japon? Le terrain du Japon s'impose pour deux raisons. D'abord parce que le Japon est le pays pionnier et leader dans la création des partenaires émotionnels. C'est donc le terrain le plus indiqué pour étudier ce phénomène à la source. Et puis ensuite et surtout parce que le Japon permet de renouveler les approches concernant ces dispositifs qui sont souvent associés à des technologies persuasives ou des technologies du contrôle. Alors, aux États-Unis, il y a un chercheur de la Silicon Valley, Brian Jeffrey Fogg, qui a inventé le mot captologie pour désigner les machines conçues pour capter l'attention et le cœur. Et au Japon, même si bien sûr les logiciels de jeux romantiques induisent les utilisatrices à s'attacher aux personnages, voire à se laisser subjuguer par eux, les présupposés sont différents. Donc partir du terrain japonais permet d'appréhender les nouvelles technologies, non pas sous l'angle fonctionnaliste et alarmant, de la psychologie comportementale qui vise l'optimisation de soi, mais sous l'angle expérimental ou poétique de la magie opératoire. Pour aller plus loin, mon hypothèse de travail, c'est que la culture numérique au Japon favorise l'émergence de dispositifs qui visent non pas à modifier nos actions, à marcher plus, à manger moins, à fumer moins par exemple, mais qui vise à modifier nos logiques d'engagement avec le monde, dans le sens que ces dispositifs ouvrent les dimensions. Merci Agnès Giard pour cette interview et je vous dis à bientôt sur Ludocorpus. Nous ne manquerons pas de suivre votre actualité scientifique et académique. À très Merci bientôt beaucoup. Agnès. Au revoir. Pour celles et ceux qui nous regardent depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur Ludocorpus.